Chers amis, bienvenue dans le Grand Regain Blanc. Je suis accompagné de Raphaël Paillot, que je salue, et de Marquise. Bonjour mes deux intervenants. Bonjour Raphaël, j'espère que tu vas bien. Bonjour à toi Timothée, merci de l'invitation. Et bonjour à toi Marquise. Bonjour Timothée, bonjour Raphaël. Habituellement, je dirais que c'est un plaisir d'être ici parmi vous. Malheureusement, j'aurais préféré revenir pour une autre occasion, on ne se le cache pas. Oui, effectivement, le ton va être un peu plus grave que d'habitude. Et je voudrais tout de suite attaquer en disant, comment dire, en donnant une des raisons de cette émission. Alors bien sûr, il y a le fait de commémorer un camarade, Quentin, qui est tombé à cause des milices meurtrières de Mélenchon, à cause des nervis de la jeune garde. Mais un des sujets de cette émission, ça va être de remplacer la peur par la colère citoyenne et de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour que cet acte ne se transforme pas en peur de notre côté. Et on va essayer de conjurer cette réaction humaine qui est de dire, bon ben, ces gens sont prêts à tuer, donc on a des raisons d'avoir peur. Non, on va prendre la parole ce soir pour dire qu'on a des raisons d'être en colère. Je vais donner la parole suite à Raphaël, qui connaissait Quentin, et on a eu l'occasion de discuter avec Raphaël hier, et il m'a dit quelque chose qui m'a vraiment marqué, enfin, à propos d'un échange, je pense que tu as eu avec Quentin. Je ne sais pas si tu pourras le relater mot pour mot, mais euh, enfin, moi, ça m'a saisi, je dirais, ce que tu m'as évoqué hier. Hmm. Euh, et du coup, voilà, on va mettre un peu cette émission sous le signe de la colère citoyenne afin que la peur ne prenne pas le dessus, parce que ça n'est pas le sentiment que nous éprouvons à droite. Et on va montrer aux gens qui ne savent pas trop quoi en penser, mais à mon avis qui sont minoritaires, ou en tout cas à ceux qui pourraient hésiter face à la violence des nervis de LFI, et qui seraient tentés de se dire bon, ben, il faut peut-être reculer. On va les convaincre ce soir, enfin aujourd'hui, que non, on ne va pas reculer, qu'il ne faut pas reculer, qu'en tout cas, c'est pas ce qui va se passer. Euh, Raphaël, bah écoute, toi qui connaissais un petit peu Quentin, qu'est-ce que tu peux nous dire de lui, puisque la première partie de l'émission va être un peu un hommage à ce jeune homme. Euh, voilà, je te donne la parole. Écoute, ce que je peux dire de lui, rien de plus que ce qui a déjà été dit par d'autres de ses amis qui le connaissaient bien mieux que moi. Notamment, il y a eu sur CNews un de ses proches qui est intervenu, il y en a un autre sur Frontières. Donc, ce qu'il disait vrai, Quentin était très, très pieux, un catholique croyant. C'est d'ailleurs là-bas que je l'ai rencontré, euh, à la messe traditionnelle. Donc, j'ai fait des messes avec lui, j'ai fait des lectures de Bible avec lui. Quentin D'accord. était quelqu'un qui était très calme, très posé, intelligent, quelqu'un intelligent qui avait de la jugeote. Tu pouvais discuter avec lui et avoir un peu des questions de fond au niveau de la politique. Il avait pas une manière, superficielle de voir le monde. C'était quelqu'un de très dévoué. Moi, la dernière discussion que j'ai eue avec lui, c'était, la semaine dernière, la semaine dernière. Il m'a appelé pour me parler de certains de ses projets, pour me poser des questions sur les miens, pour me demander de l'aide pour certaines choses. Il m'a proposé de l'aide pour d'autres choses. Et ensuite, à la fin de la discussion que j'ai dû, passer par téléphone, et j'ai dû couper court à la discussion parce que, bon, pour des raisons personnelles. Donc je lui ai dit, «Ah, désolé, je dois te laisser, on se recontacte», et il voulait qu'on se voit le week-end dernier. Mais après, bon, voilà, j'avais des choses à faire et j'ai pas pensé tout de suite à lui envoyer un message. Du coup, jeudi, je me dis: «Bon, bah, tiens, là, il faut que je lui envoie un message, pour voir s'il est dans le coin ce week-end, et s'il est dans le coin ce week-end, bah, on se fait un truc», et cetera. Et ensuite, bah, le vendredi qui était le jour où je m'étais dit: «Bah, là, je vais lui envoyer un message pour le week-end pour savoir s'il est là, pour savoir, si voilà, si on peut se voir», vu que le week-end d'avant, je lui avais fait faux bond. Et en fait, avant même d'avoir le temps d'envoyer un message, j'ai un ami en commun qui m'envoie à 8h30, Quentin,
Quentin à l'hôpital et était tabassé il a été tabassé par les antifas. Pronostic vital engagé, les médecins disent que même s'il s'en sort, il y aura des séquelles. À ce moment-là, je savais pas encore ce qui s'était passé. Quand, l'ami en commun me dit, heu: «S'il s'en sort, il y aura des séquelles», mon premier réflexe, c'est de me dire: «Les salopards, ils l'ont frappé à la tête au sol, ils se sont acharnés». On a finalement, depuis, on a non seulement les témoignages sont sortis, mais il y a même la vidéo qui est sortie et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Il était au sol, il a il a pris un mauvais coup et ils en ont profité. Ils se sont acharnés, voilà et du coup, bah voilà, la dernière discussion que j'aurais eue avec lui, c'était, par téléphone et la dernière fois que je l'aurais vu, ça aurait été, à la messe, à la sortie de la messe où, nous avions discuté ensemble, de choses et d'autres. C'est quelqu'un que je connaissais depuis, alors j'ai essayé de me souvenir depuis quand je le connaissais et j'arrive pas à me souvenir parce que je l'ai rencontré, en les 1res fois où je suis allé à la messe, mais je ne me souviens pas quand j'ai commencé à y aller. Donc ça fait entre 1 an et demi et 2 ans que je le connaissais. Donc voilà, c'est C'est toujours quelqu'un très qui était, difficile. c'était un jeune homme qui était étudiant en mathématiques, c'est bien ça? Alors moi de mémoire, j'avais en tête qu'il faisait de la finance, mais apparemment, ce qui a été dit, communiqué, c'était, mathématiques et finance. Mais moi, pour moi, je 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 me disais qu'il faisait de la finance. Après, c'est vrai que c'est un sujet que j'ai pas beaucoup abordé avec lui, ses études, parce qu'honnêtement, quand on parlait ensemble, on parlait beaucoup politique et religion et c'était vraiment les 2 grands, 2 grands thèmes de discussion que j'ai eu avec lui pendant les mois où je l'ai connu. Je te remercie Raphaël pour ces quelques mots de présentation parce que moi j'ai pas eu le plaisir de connaître ce jeune homme qui avait l'air, bon, d'après tout ce que je lis sur lui, qui avait l'air d'être le profil type du jeune homme posé avec qui on prend plaisir à discuter et qui avait la tête sur les épaules et à la fois la tête bien faite et bien pleine. Et quand, en fait, tu relates tout ça, en plus du fait qu'on a désormais les vidéos, les images, donc on a l'imagination qui est colonisée par ça, parce qu'on a dans notre entourage des jeunes gens qui sont un petit peu du profil de Quentin, des jeunes gens comme ça qui sont en fait plein de bourrés de vertus, en fait, qui sont plutôt des modèles des gens à qui on peut faire confiance, avec qui on peut parler, à qui on peut se confier, enfin, qui sont le profil type du bon camarade, quoi. Et quand on sait quel genre de vermine sont les mecs de gauche, quel est un petit peu le profil type qui est recruté dans ces milices d'extrême gauche communiste, euh, ce qui crève le cœur et qui enrage, c'est qu'on a perdu un élément euh, d'une immense valeur et que ceux qui l'ont assassiné étaient ces types régulièrement enrôlés par l'idéologie communiste, c'est-à-dire en fait de tout temps, ça a été les pires éléments de la société, des types qui ont très souvent un passé de racailles, qui cèdent très facilement à tous les vices, des gens à qui on ne peut rien confier et qui ne feront jamais rien de leur vie. On est à peu près certain qu'on ne les retrouvera pas chefs d'entreprise dans 15 ans, ni dans 20, ni dans 30, alors même que Quentin, lui, semble avoir ce profil. Alors, je ne sais pas ce qu'il aurait pu devenir, bien sûr, mais tout ce que tu décris va dans le sens d'un jeune homme brillant qu'on aurait aimé avoir soit pour copain, soit pour voisin, et avec qui on prenait plaisir à passer du temps. Donc, Puis c'est d'autant surtout, je plus. dirais surtout il était très engagé et je me souviens parce qu'il y a un truc qu'il faut que vous sachiez sur Quentin, si ce qui lui arrivait était arrivé à n'importe qui d'autre que lui-même, il aurait voulu qu'on en parle. Il aurait voulu qu'on défende la mémoire de la victime. Il aurait voulu qu'on se mobilise, et il aurait voulu qu'on dénonce, les exactions de la gauche. C'est qui il était et je sais
que c'est ce qu'il aurait voulu, parce que c'est ce qu'il a fait les fois d'avant. Et notamment la mort de Philippine, je me souviens qu'il avait été très, très, très choqué. Très, très choqué, très touché par ce qui était arrivé à cette pauvre femme, à cette jeune femme donc, qui avait été violée puis étranglée, je crois, à Paris. Il en avait été très choqué. De mémoire, Quentin n'était pas là. J'ai essayé de m'en souvenir, mais je me souviens, je crois qu'il n'était pas là quand il y a eu l'hommage à Philippine qu'on avait fait à Vienne, qui avait été, perturbé justement par les LFI, par les Antifa à l'époque. La vidéo avait fait énormément de buzz. Hem, ce jour-là, ce jour-là, Quentin n'était pas là. En tout cas, je me souviens pas de lui ce jour-là. Mais en tout cas, je me souviens que oui, je lui en avais parlé et ça l'avait choqué. Et oui, de toute façon, si je lui en avais parlé après, c'est qu'il était pas là ce jour-là, donc Beh, et écoute, vas-y, je t'en prie, excuse-moi. et hem en fait, la une des femmes qui était présente à ce moment-là, qui rigolait pendant que l'hommage était perturbé, a depuis été investie tête de liste, au municipal par LFI. Et j'ai publié sur mon Twitter cet après-midi, la réaction, publique qu'elle a faite parce qu'évidemment, comme, alors il venait du coin et il allait à l'église ici, donc forcément, il est aussi lié à notre territoire. Donc les élus locaux et se ont fait des déclarations. Et évidemment LFI a fait une déclaration, totalement, tiède, totalement fade. Mais évidemment parce qu'ils sont coupables et ils le savent et ils le savent très bien et ils en appellent à une justice, à une enquête pour, faire la lumière sur les faits. Mais ils veulent absolument pas que la lumière sur les faits soit faite parce qu'ils sont impliqués et ils le savent et ils le savent. Et donc pourquoi je raconte ça? Parce que ça fait écho à ce que tu disais sur vraiment la noirceur de ces gens. Quand quand tu arrives, tu perturbes l'hommage à une victime, donc philippine, tu rigoles pendant l'hommage, ensuite tu tues Quentin, tu essaies de minimiser les faits. Les proches de Quentin qui étaient à Lyon pour être interrogés par Vincent Lapierre se sont fait attaquer encore par les antifas dans la rue où Quentin a été tué. C'est prémédité, c'est voulu, c'est recherché, ce n'est pas un accident et ça, c'est quelque chose. Bon, je vais laisser la parole, mais c'est quelque chose là-dessus, il faut pas qu'on faiblisse. Il faut pas qu'on faiblisse parce que tu as toute la droite molle qui vient déjà se ramener en nous disant que les antifas sont les vrais fascistes. Non, les antifas sont des communistes, ce sont des marxistes, ce sont pas des fascistes. Non, tu as totalement raison et le mot assassinat maintenant est, sur les bouches, il est dans les réseaux sociaux et je pense qu'il faut de plus en plus le faire sortir ce mot. C'est évidemment alors il y a eu, sur les vidéos, on le voit, apparemment les antifas ont voulu créer, comment dire? Isoler certains éléments, qui étaient là pour, protéger donc le groupe Némésis, on en parlera après, en utilisant des mortiers. Et donc, il y a des éléments factuels qui montrent une intention, et voire même une forme de préméditation. D'où le mot, assassinat qui, je l'espère, va revenir de plus en plus. Je donne la parole à Marquise. Bah, déjà pour, tu nous exprimes ton sentiment sur tout ça, la façon dont tu l'as reçu et puis on va ensuite avancer dans l'émission puisqu'on a beaucoup, beaucoup de choses à dire, en plus de l'hommage à Quentin. Oui, effectivement. Bah, moi, pour commencer, je voudrais remercier Raphaël pour son intervention parce que c'est vrai que là, maintenant, nous avons. On pourrait dire que Quentin est un martyr de notre milieu, mais à chaque fois qu'il y a un drame terrible qui arrive, c'est vrai que quand on n'est pas directement concerné, on a cette colère, on a cette indignation, on est choqué évidemment, mais on regarde quand même tout ça de loin. Et même si, enfin voilà, Raphaël, il le connaissait depuis 2 ans, il le connaissait, il allait à la messe avec lui. Et surtout, Quentin, il avait une famille, il avait des proches. Et il faut pas oublier que à chaque fois qu'il y a une victime, que ce soit de l'immigration illégale ou d'une milice gauchiste qui veut notre mort, en fait, il n'y a pas une victime, il y a toujours une victime qui décède ou qui subit un crime moins pire, mais qui quand même reçoit les coups. Et toutes ces victimes collatérales autour, ce sont des parents, des frères et sœurs. Bah, on l'a vu
On l'a vu avec avec la mort de la petite Lola. La mort de la petite Lola, ça a fait complètement replonger son père dans l'alcoolisme jusqu'à ce qu'il meure un an après. Ça, c'est un mort, c'est des familles entières qui sont détruites. C'est des groupes d'amis qui sont traumatisés par la perte d'un proche. Donc c'est intéressant toujours de se recentrer sur le fait que c'est pas juste c'est pas des figures comme ça qui disparaissent, c'est vraiment des personnes qui avaient des choses à faire, qui avaient une vie à mener et qui se font foudroyer par les traîtres en face, quoi. Oui, c'est Oui, pas juste. Non seulement des traîtres, je vais te redonner la parole tout de suite, Raphaël, mais non seulement des traîtres, mais ce sont des gens inutiles à la société. Ce sont des gens qui sont des fardeaux pour la société, qui aiment le crime. On va parler de leur connexion avec le narcotrafic et de leur amour pour l'univers racaille. Le fait que ces gens n'ont pas de projet pour la société à part, euh, comment dire, prendre, à part se servir littéralement, ce sont des amis du crime, ce sont des gens qui aiment la drogue, le narcotrafic, ce sont des gens qui aiment le rap, qui aiment les univers non productifs. C'est-à-dire que si demain on supprime tous ces gens, on a une société qui ne manque de rien, alors que si on supprime les Quentins de France, le pays tombe littéralement en panne. Il tombe littéralement en panne, c'est-à-dire que aucun antifa ne nourrit personne, aucun antifa ne nourrit qui que ce soit, aucun antifa n'est vigneron ou boulanger ou que sais-je, ou alors c'est qu'il va y rester très peu de temps et qu'il va très vite évoluer et passer dans l'autre camp. Alors que les Cantins sont littéralement les bras, les cerveaux et les jambes de la nation. Et c'est aussi ça qu'on pleure aujourd'hui, parce que en fait, ce sont pas seulement nos frères, c'est aussi le sang et les veines et les muscles du pays. Raphaël. ouais, tout à fait. Tout à fait, c'est une vraie grande perte. Tous ceux qui le connaissent, le savent. Et pour rebondir sur ce que disait la marquise, sur le fait qu'effectivement, heu, derrière toutes les victimes que la plupart des gens voient, à travers un écran par les médias, effectivement, autour, il y a des proches et il y a aussi ceux qu'on ne voit pas. Et pour le coup, bah, moi jusqu'à présent, je voyais à travers un écran et maintenant c'est quelqu'un que j'ai connu qui a subi ça. Donc, sur ce coup, je suis passé de l'autre côté de la barrière. Et c'est vrai que, bon, par exemple, si je prends la mort de Philippines, ça m'avait choqué, ça m'avait scandalisé. Moi aussi, j'avais envie de m'engager, comme Quentin. J'avais envie de que ça ne reste pas impuni, que voilà, mais bon, on connaît tous ce sentiment. Mais, heu, le soir, je vais me coucher, je m'endors et puis ça m'empêche pas de dormir. Le lendemain, je me réveille et il y a pas ce même engagement affectif. Vendredi, j'ai salement dormi. Je me réveillais, j'avais du mal à me rendormir, je cogitais, je me rendormais un peu, je me réveillais à nouveau et cetera. À tel point que du coup samedi après-midi, j'ai dû arrêter ce que je faisais pour faire une sieste parce que j'avais pas assez dormi la veille. Enfin, j'avais pas assez dormi pendant la nuit. Le matin quand j'ai appris ce qui lui arrivait, la première chose que j'ai eu en tête, la première image, vous savez quand, bon, on a tous, enfin, on a tous déjà perdu des proches, et en général, en tout cas moi, c'est comme ça que c'est ce qui se passe. Il y a des images qui nous viennent, mais c'est pas des images qu'on choisit. C'est pas forcément, si on nous avait demandé avant la mort, c'est pas ça qu'on aurait retenu comme moment marquant de notre relation avec la personne. Et moi avec Quentin, la première image qui m'est venue, c'est, lui avec sa famille à l'église et et les sourires, la proximité, la chaleur qu'il partageait. C'est la première chose qui m'est venue en tête où je me suis dit: «Merde, Quand ils ont tu dis sa perdu, famille, tu parles de ses parents, ses frères et sœurs, ou bien est-ce que c'est quelqu'un qui était déjà, euh, qui avait déjà des enfants, par exemple? non, il n'avait pas d'enfant. Là, je parle vraiment, ouais, heu, pa parents, frères et sœurs et cetera, je vais pas donner trop de détails non plus, mais oui, je parle et lui, il n'avait pas d'enfant, voilà. Alors, maintenant, enfin, qu'on a abordé cette question, je voudrais qu'on parle un petit peu de tous les sujets que ça soulève. Je sais que Marquis, tu as prévu d'évoquer pas mal de sujets, toi, Raphaël, également. Euh, alors, bon, je vais vous donner la parole, mais globalement,
Moi, j'ai remarqué, et je vais commencer par ça, j'ai remarqué qu'il y avait pas mal de gens, alors de droite, un peu identitaires, mais qui sont souvent dans la catégorie troll et pas grand-chose d'autre, et qui ont choisi de s'emporter contre le groupe féministe que Quentin était venu défendre. Puisque pour donner un peu de contexte et rappeler la situation, Quentin avait choisi de venir faire un petit peu le service d'ordre des Némésis, qui sont un groupe féministe de droite. Et donc, voilà, c'est dans ce contexte-là qu'il a été assassiné par la Jeune Garde, le groupe mené par, comment s'appelle-t-il, ce nervi de LFI, là, Raphaël Arnaud. Raphaël Arnaud. Donc, il y a des gens qui choisissent, des trolls d'Internet qui choisissent de reporter la faute, évidemment, sur Némésis. Alors évidemment, c'est la facilité, il y a des gens qui sont irrécupérables et on va pas s'adresser à eux, mais il y a quand même des gens qui sont tentés de glisser sur cette pente et d'aller chercher la responsabilité de Némésis parce que c'est des femmes, elles n'avaient pas à prendre de risques, ou bien elles sont allées provoquer, donc quelque part quand on provoque, eh ben, on finit par trouver. C'est un petit peu aussi l'argument de la jupe trop courte, hein. Vous avez une fille, elle se fait violer, bah oui, mais bon, est-ce qu'elle n'avait pas une jupe un peu trop courte? Ah bah oui, bon bah là, dans ce cas-là, hein, voilà. Dès l'instant où vous avez une fille pour de vrai, bah, vous pouvez plus penser ça, forcément. Et du coup, dans cette émission, j'aimerais aussi qu'on remette un petit peu le cavalier sur le cheval et non pas l'inverse. Lorsque un jeune homme comme Quentin décide d'aller faire le service d'ordre, il valide le fait que des femmes comme Némésis ont plus que le droit de faire ce qu'elles font. Et elles ont courageusement été dénoncées une prise de parole de Rima Hassan, donc à la fac de Sciences Po à Lyon. Et moi, je voudrais dire que je fais partie des gens qui soutiennent ce genre d'action. Aller dénoncer Rima Hassan, qui est la porte-parole du Hamas en France, c'est une action courageuse. Et Quentin avait choisi d'aller soutenir à sa façon, en protégeant les Némésis, d'aller soutenir cette action. Donc, quand on rend hommage à Quentin, il faut être conscient aussi qu'on rend hommage à son action. On ne vient pas, comme l'a fait Hervé Ryssen, dire oh là là, pour moi, la vie d'un jeune nationaliste français, il n'y a rien de plus précieux. Mais alors, en revanche, les Némésis, c'est vraiment des salopes, quoi. On ne peut pas défendre décemment des féministes, machin, nanana. Alors évidemment, les trolls s'engouffrent dans la brèche et disent bah oui, si c'est des féministes, elles sont anti-catholiques. Ça, il faut bien comprendre que c'est un propos de lâche qui est resté fondamentalement gauchiste dans sa tête. Un homme de droite ne tient pas ce genre de propos parce qu'un homme de droite veut rétablir notamment le droit des femmes à faire de la politique, à protester contre l'islamisation et l'islamo-gauchisme. Donc les Némésis, c'est très souvent ce qu'elles font. Et je voudrais dire que dans l'hommage qu'on rend à Quentin se trouve inclus le soutien à l'action qu'avait fait Quentin et donc aussi le soutien à ce que font les Némésis. Voilà, en tout cas, moi c'est comme ça que je le vois. Bien sûr, si vous avez des nuances ou des choses à préciser là-dessus, je vous en prie, faites-le. Je rends la parole tout de suite. Mais je tenais quand même à dire que voilà, il y a des gens, notamment Hervé Ryssen, qui s'étaient illustrés, comme très souvent d'une manière lamentable, en se servant de cet événement pour faire son petit crachat, on va dire, néo-antisioniste, auquel il nous a souvent habitués. Est-ce que l'un d'entre vous souhaite rebondir ou réagir? Effectivement, j'ai vu passer quelques commentaires de ce genre. Alors par exemple, il y a un commentaire que j'ai vu un petit peu passer qui n'était pas une critique dans le sens où ça disait que les filles de Némésis étaient responsables de sa mort, mais c'était un commentaire que j'ai trouvé intéressant parce que le commentaire disait un vrai service d'ordre, c'est pas un petit groupe d'étudiants, ils sont trop jeunes, ils sont pas formés, tout ça. Alors peut-être que c'est vrai, mais après il y a des questions à se poser aussi. Est-ce qu'elles ont les moyens pour avoir entre guillemets un vrai service d'ordre? Est-ce qu'il n'y a pas eu une transmission des savoirs qui ne s'est pas faite d'une génération à l'autre? Et surtout, il y a une autre là, c'est quelque chose que je vais aborder, c'est la différence de la vision de la violence entre la droite et la gauche. C'est que les filles de Némésis, je suis désolée, mais ce qu'on appelle action coup de poing, quand elles font quelque chose, c'est
elles vont à un endroit avec des slogans et des pancartes. Et ça, je veux dire, si tu es quelqu'un de sain, tu vois un groupe de filles avec des slogans et des pancartes, si t'es quelqu'un de sain mentalement, ta réaction, c'est pas censé être « je vais aller leur casser la gueule ». Et en fait, c'est ça. Il y a tellement un gouffre entre la violence, entre les deux milieux, que peut-être qu'on se rend pas forcément compte d'à quel point en face ils sont prêts à tuer. Et ça, c'est parce que nous, quand on pense violence, on pense tout de suite à la violence physique. On dit ça va être des gens qui se battent, ça va être des gens qui se mettent des patates, ça va être des rixes, ça va être des attaques de lâches à 10 contre 1. Alors que pour la gauche, la violence commence directement avec les mots, ce que normalement on appelle violence verbale, mais moi j'ai l'impression que pour une partie de la gauche et surtout l'extrême gauche, c'est pareil. Ils font une sorte d'équivalence et ça se retrouve dans les phénomènes relativement récents. Vous savez là ce qui a été théorisé et appelé les micro-agressions. Le fait de se sentir agressé dans son être quand on entend quelque chose qui nous plaît pas ou qu'on considère raciste ou discriminatoire. Ben moi, je trouve que le terme microagression, il est intéressant parce qu'il y a déjà le mot agression. Donc là, t'es déjà sur la pente descendante de faire des équivalences entre des mots et de la violence physique. Et ça, ils s'en servent, pas forcément consciemment, mais je pense qu'ils le conscientisent quand même un peu, pour se justifier dans leur violence physique. Parce que la logique de l'extrême gauche qui veut littéralement nous tuer, c'est ils sont violents, ils aiment la violence, juste, enfin je veux dire, ils sortent masqués, armés, tout ça, ils veulent casser du FAF. Et et le fait que le FAF existe leur donne une justification. Parce que là, techniquement, la violence, c'est pas bien. Sauf si c'est un sale nazi en face. Ah bah alors là, t'as droit à tout. Là, tu peux lui péter le crâne au sol. Ah mais t'as le droit, c'est un méchant. Il a dit des trucs méchants. Et même s'il a jamais dit des trucs méchants, vu qu'il est étiqueté extrême droite, il a sans doute pensé des trucs méchants, donc tu as le droit de lui casser la figure. Et s'il meurt, bah c'est pas grave. Parce que vu qu'il est méchant, finalement, en le tuant, tu as fait le bien. Et là, ces dernières années, on est vraiment sur un gouffre qui est de plus en plus grand, avec en face des gens qui vont tout justifier. On l'a vu récemment avec l'assassinat de Charlie Kirk. Charlie Kirk, il faisait quoi? Il faisait des débats. De ce que je sais, il n'a jamais appelé à la violence de sa vie. Il se fait assassiner. Qu'est-ce qu'on a vu comme réaction de l'extrême gauche? Oui, bon, il est mort, mais il l'avait cherché quand même. Ah, il a dit des trucs méchants, donc c'est normal de l'assassiner. Et là, c'est la même chose. Là, on va retrouver sur Twitter des gauchistes qui vont dire oui, mais il défendait ces salauds d'extrême droite de Némésis, donc bon, il est mort, mais tant pis pour lui. C'est ce que Et je Coquerel a pense que fait. Hein. ça C'est va ce que arriver de Coquerel plus a en plus. fait. Éric Coquerel a tenu ce type de discours. Je fais une brève parenthèse pour dire, en gros, il a dit, oui, les antifas, bon, peut-être qu'ils ont fait ça parce qu'ils estiment que la police ne fait pas le nécessaire pour endiguer les groupuscules nazis. Il n'y a pas d'excuse de sa part. Il n'y a pas, oui, ils sont peut-être allés trop loin. Donc, quand on compare avec notre droite à nous, qui est capable de dire, l'ICE, quand même, aux États-Unis, ils y vont un peu fort. On se dit qu'on n'est pas encore, on n'a pas le cul sorti des ronces avec des méduses pareilles, enfin des gens aussi mous. Ça manque de nerfs tout ça. On n'est pas encore, du moins avec certains représentants bien sûr, on n'est pas encore arrivé au bon niveau, quoi. Oui, il faut comprendre que ces gens-là, ils en ont rien à faire de chercher de véritables néo-nazis. En fait, que quelqu'un soit néo-nazi, enfin, les étiquettes différentes de la droite, ils n'en ont absolument rien à faire. Eux, ils n'ont pas besoin de savoir si en face, ils ont vraiment un néo-nazi ou quelqu'un de terrible. Tout ce qu'ils ont, c'est que l'opinion générale, ou du moins celle de leur groupe, mettent une étiquette suffisante pour justifier leur violence. Et là, ils savent qu'ils peuvent se lâcher et qu'ils peuvent y aller. Raphaël, est-ce que tu souhaites rebondir? C'est tout à fait correct. C'est tout à fait correct. Par le passé, j'avais écrit justement j'avais écrit une longue analyse de l'essai Repressive Tolerance d'Herbert Marcuse, donc la tolérance répressive. Et cet essai, il est assez intéressant parce que c'est vraiment la matrice philosophique de la gauche, où on voit à quel point la paranoïa est érigée en système de pensée. C'est-à-dire que quand on est de gauche, on s'imagine en permanence être persécuté. Ils ont tué Quentin, pour eux, c'est de la défense. Pour eux, c'est de la défense, puisque la droite les a attaqués, les a agressés. D'ailleurs, on l'a bien vu dans les réactions. Eux, ils ont tué Quentin.
les militants de droite ont réagi en allant projeter de la peinture rouge sur les permanences LFI pour symboliser le sang qui a coulé. Et ils sont allés, LFI, dans les médias, dire c'est l'extrême droite qui cherche la guerre civile. D'un côté, il y a tué un jeune, de l'autre côté, de la peinture sur une porte et une façade. Ridicule, ridicule. Ouais, c'est exactement C'est grave. comme les mosquées, quoi, en fait. Les mosquées, quand il y a trois lardons, il y Exactement. a trois lardons qui sont balancés, les mecs comptabilisent ça comme violence islamophobe. Ce qui fait qu'à la fin, on pourrait se retrouver avec Monique Ranou, organisation terroriste, tu vois. Donc, on est vraiment dans Bien le, sûr. ouais, on est vraiment dans le foutage de gueule intégral. Et Sauf que ils ont copié le modèle, hein, ils ont copié le modèle. Vas-y, mmh, vas-y. totalement. Et en fait, ce que la droite a encore du mal à comprendre, c'est que cette asymétrie, il ne sert à rien de pointer du doigt en disant: «Ah, vous avez vu, mais ils sont incohérents, la gauche». Non, la gauche s'en fiche puisque dès le début, dès sa théorisation, dès son travail intellectuel, elle a déjà justifié et légitimé cette asymétrie. Dès le début. Dès le début, dès les années 60. Et les années 60 parce que c'est à partir de là que, on va dire, commence la lignée intellectuelle qui nous amène au wokisme. Mais heu, déjà le marxisme, en fait, le marxisme, c'était déjà une pensée paranoïaque. Il y a rien de nouveau sous le soleil. Un marxiste, c'est quoi? C'est quelqu'un qui s'imagine que dans sa vie, tout ce qui lui arrive, c'est à cause de la bourgeoisie qui a organisé la société de telle sorte pour l'oppresser. C'est déjà une pensée paranoïaque. Il y a rien de nouveau. Et la paranoïa, le problème, d'un point de vue, psychologique, voire psychiatrique, c'est que, ça justifie puisque je suis agressé, en tout cas je me ressens en permanence comme agressé, eh bien, je me défends et je rends les coups et je rends les coups par la violence. Ça, c'est la logique intrinsèque de la gauche et c'est pourquoi les critiques faites à Némésis sont hors sujet. Il y a des choses à dire sur Némésis, leur mode d'action, leur organisation, OK, mais la critique de dire que c'est de leur faute est complètement hors sujet parce que c'est une manière de 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 déculpabiliser la gauche, de faire comme si la gauche n'était pas elle-même, motrice de sa violence, comme si elle-même, elle ne choisissait pas, elle ne décidait pas de sa violence. Non, la violence est intrinsèque à la pensée de gauche, intrinsèque. Ça, il faut le comprendre. Ce n'est pas la faute de Némésis, ni de quiconque qui aurait provoqué. C'est la gauche qui est violente, car quelqu'un de normal ne va pas tabasser et tuer un jeune parce que des minettes de 20 ans ont montré une pancarte non à l'islamo-gauchisme. Ouais, je suis entièrement d'accord. La gauche crée des prophéties autorisatrices en quelque sorte, et elle vit dans une réalité projetée. Juste, je rappelle quelque chose à nos auditeurs que je salue, qui sont nombreux. Je vois qu'il y a des demandes d'intervention qui sont en cours. Donc, comme vous le savez, le regain blanc, c'est une discussion à trois, et on sera heureux évidemment de prendre vos questions posées dans le chat, s'il vous plaît. Donc, si vous pouvez, si vous avez des remarques, des choses à nous dire, des questions à poser, voilà, des informations à nous donner. N'hésitez pas à le faire dans le chat. Je profite qu'il y a une idée qui me revient à l'esprit. J'avais lu tout à l'heure un commentaire sur X. Il y a quelqu'un qui disait que, alors là, cette fois, c'est pour revenir sur l'action organisée des antifas, enfin des milices communistes, on va les appeler par leur vrai nom, et qui disait qu'en fait, parfois, la préfecture même les aidait. C'est-à-dire qu'ils ont des soutiens institutionnels qui, en douce, leur filent des informations, des emplacements, en gros, qui utilisent en quelque sorte les moyens de l'État pour donner peut-être des conseils, des tuyaux aux antifas. Et ça, c'est quelque chose que je crois volontiers, puisqu'en fait, moi, j'ai eu des amis qui étaient dans le milieu du droit et qui, plus précisément, étaient proches de certains magistrats, et qui, lorsque je discutais donc de deux poids, deux mesures, des magistrats, on va dire, du préjugé défavorable qu'ils cultivent à notre égard, eh bien, tout ça est totalement validé. C'est-à-dire, quand vous connaissez, par exemple, des greffiers qui vous parlaient, dans la conversation,
on peut parfois dire, bah non, ça c'est pas vrai, ça c'est vrai, oui, ok. Par contre, pour ce qui est de la détestation que les magistrats ont de l'extrême droite et des acteurs de ce qu'ils appellent l'extrême droite, ça c'est totalement validé. Il n'y a personne dans le milieu des tribunaux qui vous dira non, non, c'est exagéré. Non, c'est au contraire totalement confirmé. Donc il faut savoir aussi qu'on évolue dans un milieu où la violence des rues se redouble de la violence des tribunaux, c'est-à-dire que et en plus de l'institution. En fait, il y a plusieurs choses qui s'emboîtent les unes aux autres. Il y a d'une part l'État qui parfois aide les antifas et donc les préfectures qui apparemment donnent des renseignements et se rendent utiles envers les antifas. Et puis en bout de chaîne, donc ça c'est avant l'agression et après l'agression et parfois le meurtre, on a les tribunaux qui en remettent une couche en oubliant parfois de traiter les affaires. On se rappelle il y avait un type qui s'appelait Goldofaf, c'était il y a des années, qui s'était pris un coup de marteau dans le crâne par les antifas, et puis l'enquête avait été bâclée. Voilà, en fait, on retrouve sans cesse cette, en quelque sorte, main invisible de l'État. C'est pas la main invisible du marché, c'est l'État qui, en loose day, joue en faveur de cette extrême gauche, ce qui fait que dans les commentaires, notamment dans le monde anglo-saxon, sur l'affaire du meurtre de Quentin, les antifas sont appelés les soldats de l'État. Et donc, ce ne sont pas juste des factions comme ça qui agissent pour elles-mêmes. Ce ne sont pas seulement des paranoïaques qui projettent comme ça leurs délires de tarés communistes. Ce sont aussi des gens qui sont utilisés par un État vicié par le gauchisme aux deux bouts du tuyau, c'est-à-dire à la fois avant l'action criminelle et aussi après l'action criminelle. D'ailleurs, il y a pas mal d'antifas qui sont des enfants de magistrats. Hein, il faut savoir qu'il y a pas mal d'antifas qui ont papa-maman, qui sont bien mis, qui peuvent être hauts fonctionnaires. Et je me suis laissé dire d'ailleurs que la fille de Élise Lucet était plutôt proche de la mouvance antifa. Bon, ce sont des informations qui permettent de réfléchir avec une lumière nouvelle sur ces faits et qui doivent contribuer à alimenter notre colère citoyenne. Je prends la parole à Marquise ou à Raphaël? Alors, je réagis juste un instant sur ce qui vient de nous être partagé par Arnaud Naudin là en commentaire. Il partage un tweet de Kim Jong-un qui dit que l'an dernier, Rima Hassan avait diffusé sur Instagram un tag appelant à dissoudre Némésis à l'acide. Effectivement, on a une photo de la photo du tag. Voilà, donc là maintenant. Hallucinant, d'accord, ok. Cette punaise, vraiment la vermine islamo-communiste dans toute sa splendeur, quoi. Ça, il va falloir le faire tourner. Il y avait aussi eu l'intervention de Jean-Luc Mélenchon qui appelait ses militants à aller chercher le scalp de Némésis. Et ça, c'est quelque chose. Autant à droite, on a un vrai problème, c'est qu'on n'arrive pas à identifier les nôtres et on passe notre temps à se bouffer les uns les autres, ce qui, à mon avis, est dû à un manque de formation doctrinale de nos militants, mais c'est pas le débat ici. Autant à gauche, eux, ils n'ont pas ce problème. Ils savent reconnaître les leurs et ils savent identifier leur adversaire, voire leur ennemi, parce qu'ils ne nous considèrent pas juste comme un adversaire, ils nous considèrent vraiment comme des ennemis. Et donc, dès qu'il y a quelqu'un qui mène des actions qui sont un peu efficaces, ils réagissent tout de suite, très fort, très violemment. En fait, ils se mettent en mode je veux punir, je veux te punir. Qu'est-ce qui s'est passé là? Ils ont défendu leur territoire. Ils n'ont pas supporté que à l'université, à Sciences Po, qui est leur territoire, où ils contrôlent le discours, où ils imposent leurs idées. Ils n'ont pas supporté que dans cet espace, ils soient contestés. Il y a Édouard Bina, je crois, qui est de l'Uni, qui a fait Sciences Po. Il a écrit un tweet de témoignage où il racontait justement que quand il y était, il se faisait menacer quotidiennement par les antifas et notamment par la jeune garde. Est-ce qu'il était à Sciences Po Lyon? Je ne sais pas, peu importe. En tout cas, il se faisait menacer quotidiennement par les antifas. Si vous voulez l'histoire détaillée, vous allez voir son tweet, il le racontera mieux que moi. C'est une logique territoriale. C'est vraiment une logique territoriale. Et Némésis a voulu répondre à ça, mais comme Charlie Kirk aux États-Unis, là-dessus, il y a un vrai parallèle à faire. Charlie Kirk allait dans les universités, il y allait avec
sa grosse installation, il donnait la parole aux étudiants et il occupait l'espace. La droite avait le droit d'occuper l'espace dans les universités. Et pourtant, sur sa ligne, il n'avait pas la ligne la plus radicale qui soit, mais c'était déjà trop pour la gauche et c'était déjà insupportable. Et c'est pour ça qu'il est mort. Eh bien, Quentin est mort pour la même raison. Même si Quentin, ce n'était pas lui qui était la vedette de l'événement, contrairement à Charles Coeur. Lui, il était venu pour accompagner, il était venu pour aider. Mais c'est pas grave. Ils ont tué quelqu'un qui s'est introduit sur leur territoire. Voilà comment la gauche raisonne et voilà comment elle réagit. Pour elle, l'espace public libéral dans lequel nous pouvons débattre rationnellement de nos idées, ça n'existe pas. Puisque j'en reviens encore une fois au fondement de la pensée woke, Herbert Marcuse, La tolérance répressive, où il écrit déjà que la neutralité libérale est une fiction, que ça n'existe pas. Et il écrit même que les gens qui ne sont pas d'accord avec lui, c'est-à-dire qui ne sont pas d'accord avec son communisme, ne sont pas capables de penser par eux-mêmes. Le mot jargonnant qu'il utilise pour le décrire, c'est hétéronomie, je crois, à vérifier. Donc, Oui. déjà, si tu penses par toi-même, c'est que tu es communiste selon. Et si tu n'es pas communiste, c'est que tu es manipulé par quelqu'un. C'est en ça que je disais tout à l'heure qu'ils sont profondément paranoïaques, même si tu as raison aussi dans ta précision. Oui, ils sont paranoïaques, mais leur paranoïa peut s'exprimer aussi parce qu'ils sont soutenus par un appareil d'État. Là-dessus, je suis d'accord avec toi. Et oui, Je rebondis sur ce que tu as dit, comme quoi ils nous considèrent pas comme des adversaires et comme des ennemis. Et ça, justement, ça rend même pas forcément le débat, mais ça rend juste le dialogue impossible. Parce que tu parles pas avec un ennemi. Ça ne marche pas. oui, non, mais totalement. Et c'est totalement diffusé aussi, cette vision des choses. C'est-à-dire que c'est pas seulement les antifas, c'est que des tas de gens se sentent sur la même longueur d'onde, sur la même sensibilité politique. Et moi, j'en ai fait l'expérience, comme tout le monde, à des tas de degrés divers. Lorsque, par exemple, j'ai organisé le premier séjour estival pour Toi Vélos, on avait eu affaire à un antifa qui travaillait à la mairie de Saint-Nicolas-des-Biais. Donc c'est un mec qui s'appelait Vincent, c'est le même prénom que moi d'ailleurs, puisque je m'appelle aussi Vincent. Et ce gars, en fait, qui faisait une fête au cochon grillé, écoutait les conversations des gens. Alors évidemment, dans notre séjour estival, les conversations, c'est sûr que c'était pas les conversations de la jeune garde et des normies habituelles. Les gens parlaient politique et ils y allaient franco, ils exprimaient leurs pensées, mais même s'ils parlaient de tout et de rien aussi, il y avait des conversations politiques. Donc le type, après avoir encaissé, a essayé de jouer un petit peu les matadors, il m'a demandé des comptes, mais en mode limite agression physique, parce que ce type considère que nous n'avons pas le droit d'occuper l'espace public. Ces gens-là sont nombreux. Il faut en prendre conscience, il faut mettre une pression sociale sur eux, leur dire, vous êtes des tarés, vous êtes des fous, on va vous combattre, vous devez avoir honte parce que déjà, vous servez très peu. En général, vous êtes juste, vous êtes souvent des poids pour la société et quand parfois vous avez un boulot, mais que vous êtes resté antifa dans votre tête, eh bien, en fait, c'est la part de folie qui vous reste à soigner parce que une société peut pas fonctionner si on cherche physiquement ou par n'importe quel moyen à nuire aux gens qui s'opposent à l'immigration. Une société peut pas fonctionner comme ça. Et comme vous fonctionnez comme ça, vous cherchez à nuire physiquement par tous les moyens, vous êtes complètement bouffé par ça, vous êtes le problème. Donc, il doit y avoir une colère citoyenne éduquée qui doit remplacer la peur que ces ordures veulent nous inspirer. Et ça, c'est vraiment absolument crucial. Je le répéterai de 1000 façons différentes. Mais il faut absolument que, à la place de la peur que ces gens veulent instaurer et que leur folie contribue à diffuser, parce que quand vous avez affaire à un fou, bah, je dois admettre que c'est normal d'avoir un peu peur au début. Et ce qui est vraiment crucial, c'est de se ressaisir et de se ressaisir et de se dire non, je ne peux pas laisser des malades mentaux au sens clinique du terme prendre le contrôle de la société, lui imposer sa norme, sa normalité, leur permettre de dicter ce qui va de soi, ce qui se fait, ce qui ne se fait pas. Non, non, non. On va arrêter les clowneries, on va arrêter le cirque. Ces gens sont des fous.
Des fous au sens clinique. Ce sont des gens que personne n'a envie de fréquenter. On ne peut pas, et là je m'adresse directement à ceux qui auraient une sensibilité antifa et qui tomberaient de cette vidéo, personne ne peut vous saquer dans la société. Et il faut le leur faire comprendre. On ne peut plus blairer les antifas. Tout le monde vous déteste. Tout le monde vous déteste. Et il faut que le poids de cette détestation pèse sur leur cerveau. Qu'on leur fasse payer le prix de ce qu'ils font à cette société. Je pense que c'est vraiment important de construire ce discours et que tout le monde se sente uni par cette détestation des antifas. Parce que eux, ils ont une peur à proposer, et cette peur, elle peut se diffuser. Donc c'est vraiment crucial de la remplacer par une colère citoyenne. Je vais faire un tour dans les commentaires. Ouais. Donc je Alors, rends la pendant que tu parole. fais un tour, je rebondis sur ce que tu as dit. Je suis d'accord sur le principe. J'ajoute une nuance. Il faut faire comprendre aux antifas que tout le monde les déteste, OK, très bien. Mais attention à cet élément de langage qui tend à vouloir séparer l'extrême gauche et la gauche. C'est faux. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas dans la pensée de gauche, la Ah, je séparation suis entre la d'accord, gauche et l'extrême entièrement gauche. d'accord. Leur logique à eux, c'est parce que depuis Marx, il y a eu beaucoup de penseurs qui ont, commenté, fait évoluer la pensée de gauche et notamment il y a eu Lénine, qui est celui qui a sorti Marx des poubelles de l'histoire dans lequel il aurait dû tomber suite à l'écriture de sa prose de merde. Lénine a sauvé Marx en rompant avec cette idée idiote que les conditions économiques se dégradant, les prolétaires vont prendre conscience de leur oppression, vont s'organiser en classe révolutionnaire et faire la révolution. C'était dit, cette idée, Lénine l'a jetée à la poubelle et il a dit non, ce qu'il nous faut, c'est une avant-garde révolutionnaire et celle-ci doit être formée, entraînée, préparée. Lénine, c'est aussi celui qui a dit qu'il faut occuper toutes les places légales, officielles et institutionnelles possibles pour que le jour où la révolution violente commence, les juges, par exemple, à tout hasard, puissent défendre les révolutionnaires. Tiens, que se passe-t-il? Par exemple, que se passe-t-il quand le parquet, au lieu de qualifier en assassinat le meurtre de Théo, parle de violence volontaire aggravée, par exemple? Tiens, et bah oui, c'est cette même logique que dans l'avant-garde révolutionnaire, il y a les militants dits d'extrême gauche, qui sont ceux sur le terrain qui utilisent la violence pour terroriser la population et évidemment, évincer de l'espace public la droite. Et ensuite, il y a la gauche officielle et institutionnelle qui, elle, porte un beau costume, mais n'en partage pas moins les mêmes idées. Et cette gauche, elle ne se limite pas au PS, elle va jusqu'à la Macronie. Et c'est pourquoi les antifas sont protégés. C'est pour ça que Laurent Nunez ne va rien faire. Oui, oui, tu as entièrement raison. La gauche se tient par la barbichette. C'est une sorte de long, comment dire, un long serpentin de bactéries qui se soutiennent, qui, on voit bien déjà que la gauche utilise son laboratoire de pensée et lui sert de caisse de résonance. De Frédéric Lordon, qui est un type qui a le crime dans les yeux. Hein. Ce mec-là, s'il avait le pouvoir, tu as Pol Pot au pouvoir. Hein. De Frédéric Lordon jusqu'à Éric Coquerel, en passant par l'immonde François Hollande qui s'éclipse quand il faut voter pour désigner, je ne sais plus quel était ce groupe islamiste, pour les désigner comme groupe terroriste. Il s'éclipse de l'Assemblée pour ne pas avoir à voter. Tout ça, ça forme un ensemble cohérent avec des désaccords de surface qui forment un petit peu les discussions de la gauche. Mais en réalité, c'est un même corps qui est parcouru par une onde revancharde et de détestation de la droite et qui en tire toute la cohérence. Donc non, je suis entièrement d'accord avec ce que tu as précisé. Est-ce que Marquise souhaite rebondir sur ce qu'on a Moi, je écouté? dirais juste que quand j'étais plus jeune, j'avais tendance à dire que les antifas étaient les idiots utiles du système, parce que je les voyais encore comme
des révolutionnaires un peu neuneux qui rêvaient du communisme parce qu'ils ne l'avaient pas connu et voyaient ça avec des lunettes toutes roses. Alors qu'en fait, non, en grandissant, je me suis rendu compte que ce ne sont pas les idiots utiles du système, ils sont juste un rouage parmi tant d'autres du système. Ouais, Oui, c'est c'est très vrai. bien. C'est vrai, effectivement. On pourrait penser qu'ils sont juste des marginaux, mais la gauche utilise très habilement ces marginaux. Le gros avantage, c'est que la gauche est une pente, en fait. La gauche est une pente, anthropologiquement parlant, puisque on avait fait une mission là sur la pensée énérique, c'est sur le bio-léninisme, qui montrait pourquoi tous les ratés, tous les nuls avaient intérêt à se liguer du côté de la proposition globalement communiste, la proposition de gauche, et pourquoi tous ces ratés euh, sont si loyaux en fait au chef. Il y avait, alors je crois, je sais plus quel livre analysait la structure de LFI, mais Mélenchon, en gros, s'entoure de jeunes inexpérimentés qui sont en fait, qui lui doivent tout. Et donc, il s'assure de la loyauté de ce ramassis de crétins, là. Et ça explique aussi pourquoi il a viré tous les vieux loups, hein, Corbière, Garrido, enfin tous ceux qui sont passés à la trappe. Je crois que même que Autain en a fait l'expérience, hein. Elle a été dégagée. Je sais pas s'ils ont compris pourquoi, mais Si, si, effectivement. si, ils ont très bien compris pourquoi. Euh, L'auteur auquel tu fais référence, le bio-léninisme, est une idée de Spandrel. Oui, c'est D'ailleurs, Spandrel, bien sûr. Ouais. euh, Mais oui, oui. bah, j'invite ton public à aller écouter le podcast d'Anthony Radioactif que tu avais invité précédemment, qui a fait une lecture entière du texte de Spandrel et qui a comparé ça, qui a mis ça en parallèle avec l'assassinat de Charlie Kirk. C'était une excellente émission de sa part, donc n'hésitez pas à l'écouter. Et c'est vrai que le bio-léninisme a ça d'intéressant, qui permet de voir aussi en creux une vraie différence entre la gauche et la droite, puisque la gauche, comme le but, c'est le contrôle total, effectivement, pour contrôler, on est obligé d'aller chercher dans les marges, de plus en plus loin dans les marges, ce qui d'ailleurs avait été théorisé, encore une fois, je reviens à lui, mais parce que Herbert Marcuse est vraiment un intellectuel significatif pour comprendre le marxisme d'aujourd'hui. Marcus disait que, étant donné que les prolétaires ne veulent plus faire la révolution, bah évidemment, ils ont mené leur lutte sociale, leurs conditions de travail se sont améliorées, leurs salaires se sont améliorés, ils ne mouraient plus dans des mines, leurs enfants pouvaient aller à l'école et être bien nourris. Voilà, ils pouvaient avoir une belle vie. Donc évidemment qu'ils n'ont plus envie de faire la révolution. Donc ce que dit Marcus, c'est, puisqu'ils ont abandonné leur rôle révolutionnaire, il faut qu'on aille chercher dans les marges de la société. Il faut qu'on aille chercher les déviants, les pervers, tous ces gens-là, parce que c'est là qu'il y a l'énergie révolutionnaire. Et si vous retrouvez un autre texte dont le nom de l'auteur m'échappe, le prophète et le prolétariat, c'est le nom du texte, c'est la même logique, sauf que cette fois, on va l'appliquer à l'islam, en disant, bon, bah voilà, les populations natives ne veulent plus faire la révolution communiste, donc il faut qu'on aille chercher là où est l'énergie révolutionnaire, et c'est l'islam qui veut renverser l'Occident, donc on va aller vers eux. Bon, le problème, c'est que les musulmans, eux, ils veulent renverser l'Occident, oui, mais pas pour mettre en place le communisme. Bon, ça, j'ai presque envie de dire, c'est le problème de la gauche, c'est pas. Voilà, s'ils se font bouffer, bah, ok, tant mieux ça. Oui, oui, effectivement, on connaît un petit peu la suite de l'histoire à l'avance. Je crois qu'eux la connaissent pas. J'avais vu un mème comme ça où chacun des deux personnages, d'un côté l'islamiste et de l'autre le trotskiste, ou enfin on va dire le communiste pour simplifier, chacun des deux pensait dans sa tête, en souriant, en se souriant mutuellement, chacun des deux pensait dans sa tête useful idiot, donc idiot utile. Et sauf qu'il y en a un des deux qui coupe la tête de l'autre plus vite, qui dégaine plus vite, et en général, c'est le musulman. Oui, en fait, au fond, ce qu'on disait tout à l'heure, il y a un truc qui me revient à l'esprit, c'est dire que la gauche fait corps avec son extrême gauchisme, c'est un peu comme ceux qui disent que l'islamisme et l'islam, en fait, c'est un seul et même corps, quoi, mais pris à deux moments différents, quoi. Oui, enfin bon, voilà, toutes ces remarques, je trouve, éclairent quand même le sujet. Alors, je ne sais pas si, Marquis, si tu voulais intervenir tout à l'heure, il me semblait, ou est-ce que j'ai présumé à tort? Ah non, non, pas cette fois. D'accord, d'accord, très bien. Alors, du coup, voilà, on a quand même couvert, je pense, un panel assez large de ce qu'il y avait
ce qu'il y avait à dire. Je vais peut-être, pour ma part, évoquer, puisqu'on arrive doucement vers la fin de l'émission, une intervention d'un certain Christophe Bourseiller. Je ne sais pas si vous voyez qui c'est. C'était un type qui il intervenait avant, je crois, dans Ciel Montmardi. Enfin, c'est un mec qui écumait un peu les plateaux télé. Il a fait des pubs. Alors, il est à la fois historien, universitaire. C'est un type un petit peu ventripotent. Je ne sais pas si vous voyez qui c'est. Un gars qui réapparaît des fois sur les plateaux de France Inter, je crois. Je ne sais pas si ça vous évoque quelque chose, Christophe Bourseiller. Bon, en tout cas, Ça me dit rien. alors, en tout cas, c'est un type qui a choisi la noble carrière de spécialiste des extrémismes. En France, c'est vraiment un fromage, hein. Je ne sais pas quel budget il y a pour ça, mais on en a un paquet entre Erwan Lecoeur, l'autre, la Camus, dont j'ai oublié le nom. Bref, je sais plus. Il y a toute une tripotée comme ça. Il y a Éric Fassin, il y a Blanchard. Enfin, ils sont tous un peu spécialistes de l'extrême droite. Les copains et les copines les invitent pour dire un bon mot. Alors Christophe, alors Éric, allez-y, je vous en prie, dites-nous, expliquez-nous, machin, l'extrême droite, la différence. Alors ils font des livres, hein, ces gens, ils pensent des choses. Et là, j'ai vu Christophe Bourseiller récemment, très récemment, invité sur le plateau de France Inter, donc je crois, qui parlait du meurtre de Quentin, mais évidemment sans prononcer le mot meurtre. Il faut toujours resituer ça dans une sorte de brouillard. Donc on va parler de RICS, et ce sont des experts, hein, ce sont des gens qui sont censés normalement sortir l'événement de son brouillard pour donner des informations qui éclaircissent les choses. Et Christophe Bourseiller, alors c'est un type qui est vraiment, il donne toujours l'impression de sortir de table, quoi. On a l'impression qu'il est sur le plateau, il va commander un Perrier citron. Enfin, il donne toujours l'impression de finir son plat, quoi. Et il explique en gros qu'il y a une rixe, pour comprendre ce qui s'est passé, en fait, il faut le resituer dans un contexte de bagarre. Vous voyez ce genre de spécialiste qui arrive et qui vous dit, voilà, bah, en gros, c'était une bagarre, quoi. Il y a l'extrême droite, puis il y a l'extrême gauche, et puis ces gens se bagarrent. Alors, il oublie juste de préciser que lui, il était maoïste avant, hein, Christophe Bourseiller, le petit pépère. Tiens, comme c'est curieux, comme c'est curieux. Ouais, ouais, il était maoïste. Bon, alors évidemment, c'est sûr que c'est plus facile de commencer maoïste pour finir sur un plateau télé avec de l'argent public que de commencer, je sais pas, ce serait quoi l'équivalent d'un maoïste Je sais pas, Pinel. Maurassien. Ouais, Maurassien. Voilà, Maurassien. Alors c'est plus difficile quand on commence Maurassien, hein. Après, ça n'empêche pas, et ça empêche pas de faire carrière, puisque il y a quand même des mecs comme Juppé, Madelin, tout ça, ils ont commencé, ils couraient derrière les gauchistes en criant sale métèque et je sais pas quoi. Puis après, ils finissent quand même par se dire non, finalement, l'argent public, c'est bien. Et oh, hein, moi aussi, j'en veux. Oui, mais après, quelques actes de contrition quand même. Oui, C'est ah pas bah oui. gratuit. Ah bah, quand on lui a sorti à Alain Juppé, quand on lui a montré son mois d'avant, de l'époque Chirac, où il y avait le bruit et l'odeur, Juppé, très mécontent, dit ouais, bah, c'est bien, vous m'avez eu. Ok, ben, j'avais tort. Cette époque-là, j'avais tort. On sent qu'il a plein d'argent public dans les joues, le gars, hein, et qu'il se dit non, mais là, c'est bon, c'était une Mais autre ça, c'est époque. très maoïste d'ailleurs, petite parenthèse, mais ça, c'est très maoïste comme tactique, ce besoin, de l'humiliation publique. Il faut que publiquement, tu te repentes de ce que tu as osé être. Tu as osé être un petit peu de droite. Il faut bien publiquement que tu montres à tout le monde que tu as honte, que tu fasses acte de contrition, que tu te rabaisses pour que tout le monde voit qu'il n'est pas désirable d'être de droite, que si vous l'êtes, vous serez pointé du doigt, vous serez ostracisé, vous serez calomnié, Ouais. etc., etc. Très Ah oui, c'est maoïste. vrai. Mais c'est maoïste et c'est religieux. C'est-à-dire qu'il y a un truc à analyser là-dedans et on touche justement à cette chose précise, c'est que dans ces partis qui sont aussi des sectes, on demande aux gens de faire l'autocritique, comme tu viens de le dire. Pourquoi on demande ça? Parce que en réalité, ces gens veulent abolir le droit de préférer. Comme d'ailleurs, il y a des religions dans lesquelles on cherche à dépasser ça. C'est le cas du bouddhisme. Dans le bouddhisme, on médite pour atteindre un état qui est la porte d'entrée du nirvana, ça s'appelle Upeka dans le bouddhisme. C'est un état d'esprit dans lequel on a
abandonner toute forme de préférence. Eh bien, les sociétés de type religieuse, les sociétés maoïstes, communistes, veulent que les individus abandonnent leur droit à la préférence. Et c'est pour ça qu'on leur dit rentrez en vous-même, faites votre autocritique, sortez votre âme, mettez-la sur la table et montrez-nous ce qu'il y avait comme préférence que vous aviez osé conserver. C'est ça qu'on demande d'abdiquer. Et donc, il faut bien comprendre une chose, c'est que on ne peut pas le faire. Et chaque fois que les gens, par la peur, céderont à ces sectes politiques, ils se dirigeront vers le type même de la société communiste qui exige que les gens nettoient leurs pensées à la brosse métallique. Or, on ne peut pas nettoyer ses pensées. Donc, n'attendez pas de vous retrouver dans le goulag pour dire, mais putain, mais on est en enfer, il faut absolument qu'on fasse quelque chose. Réagissez avant d'être dans l'enfer communiste. Et la seule chose qui est digne de ce que Quentin a fait, c'est la colère citoyenne et la vengeance dans les urnes. Donc, moi, ce que je voudrais faire pour que sa mort ne soit pas inutile, c'est contribuer à allumer le feu de cette colère citoyenne. Je voudrais te demander, Raphaël, si tu peux me redire, mais globalement, tu m'avais dit, ou j'ai mal compris, que Quentin avait demandé si jamais il devait lui arriver quelque chose, puisque c'était un militant politique, il avait demandé à ce que sa mort soit récupérée, c'est ça? Bah, On peut le formuler comme ça? Est-ce que ce sont ces mots ou en substance, est-ce que c'est ce qu'il oui, avait demandé? en substance, c'est ce qu'il avait dit, c'était, que s'il lui arrivait quelque chose, il espérait bien que, ça déboucherait derrière sur des avancées politiques. Mais, c'était pas dans l'ordre du sérieux et on s'attendait pas à ce qu'il lui arrive quelque chose. Tu vois ce que je veux dire? Ah, je comprends bien sûr, mais je veux dire, c'est une pensée qui a traversé son esprit, quoi. Mais, nous y avons tous pensé, parce qu'à chaque fois que tu fais un événement quand tu es de droite, à chaque fois que tu vas en public, pour des raisons politiques, mais d'ailleurs même quand heu, moi j'ai un ami qui s'est fait agresser en revenant chez lui, qui a été suivi et ils ont attendu une ruelle et ils l'ont chopé, ils l'ont tapé, ils l'ont agressé dans la rue, voilà. Enfin et c'était rien de politique, c'était juste il vaquait à ses petites occupations. Donc évidemment que quand on est de droite, on est obligé d'y penser, évidemment. Heu et de toute façon, comme je l'ai dit, au début, si c'était arrivé à quelqu'un d'autre que Quentin, il serait là, à vouloir en faire parler parce qu'il est choqué. Il était choqué par ce genre de choses. Il était choqué par la politique de destruction méthodique de notre pays et il n'acceptait pas, heu il n'acceptait pas juste, c'était pas un troll, de Twitter. Voilà comment je pourrais le dire. Il était pas juste là à commenter, à se plaindre en permanence, non. Il faisait des choses, il allait vers les gens. Il connaissait beaucoup de gens. Il était, très très aimé, très reconnu, il avait, beaucoup de contacts. Donc oui, lui, il voudrait que ça mène à quelque chose. C'est très clair. C'est très, très clair et vous pouvez me le demander à moi, vous pouvez demander aux amis qui étaient, plus proches encore plus proches que de lui. Ils vous diraient la même chose et ils vous le diraient peut-être plus avec, ils en diraient peut-être même davantage. Bah, écoute, je te remercie d'avoir formulé les mots et bon, moi, pour clôturer ce que j'avais à dire à ce sujet, voilà, je voudrais que cet événement tragique, effectivement, se transforme en un sentiment, et en une série d'actions utiles, heu, Est-ce pour que Quentin. Oui, Est-ce que, pour finir, je peux raconter une discussion que j'avais eue avec lui, bien sûr, vas-y, je t'en prie. Je ferai mon intervention, ouais, finale après. Vas-y, je t'en prie. parce que en tout cas, moi, c'est ce que je vais m'atteler à faire à titre personnel, dans les jours, les semaines à venir. C'est dire la vérité sur, les assassins de Quentin. Qu'on sache qui il a tué et pourquoi il a été tué. Et j'avais eu une discussion avec lui une fois, alors parce que Quentin était, très intellectuel
plutôt futé. Et donc on a eu une discussion, lui et moi, sur la philosophie politique. Sur la philosophie politique et comprendre un peu d'où viennent ces idées délirantes dans lesquelles nous baignons malheureusement et qui provoquent autant de souffrance. Et pour faire court, la conclusion à laquelle nous en étions arrivés, c'est que finalement on comprend mieux ce qu'est la gauche quand on accepte que la gauche, c'est une, on va dire, rébellion contre contre le fait de la naissance, contre le fait de naître. Puisque les différences sociales, ce sont des différences de naissance. Voilà. Mon père est ouvrier ou mon père est fonctionnaire ou mon père est artiste ou scientifique ou politicien. Ça, c'est un fait de naissance. Le sexe est un fait de naissance. L'intelligence, un fait de naissance. La race, l'ethnie, ce sont des faits de naissance. Et même dans une certaine mesure, la culture est un fait de naissance, puisqu'on n'apprend pas la culture, on n'acquiert pas notre culture au hasard. Ça n'arrive jamais. Un petit Français qui spontanément se met à parler serbe. On parle la langue des nôtres. Donc même la culture est un fait communautaire, mais qui est lié à la naissance. Et quand on voit cette perspective, on comprend mieux la logique de ce qu'est la gauche et de ce qu'est la droite. La droite, c'est ce qui va accepter qui va accepter le fait de la naissance. Évidemment, ensuite, on peut avoir des débats sur ce que ça signifie, sur ce que ça implique. Mais en tout cas, on commence en acceptant ce fait. La gauche, elle refuse ce fait au départ de ces raisonnements. Donc ce que je viens de vous résumer, c'était le genre de discussion qu'on pouvait, en tout cas que je pouvais avoir avec Quentin, qui était quelqu'un de très vif, qui avait un goût, pour penser les choses, profondes. C'est peut-être pour ça aussi qu'il s'est converti au catholicisme. Parce qu'il se contentait pas de vivre, la vie en surface, il allait au fond des choses. Raphaël, je te remercie. Je viens de tomber sur un texte que je vais vous lire et ce sera mon intervention finale avant de donner la parole à Marquis si elle souhaite également conclure. Je vais juste vous lire une intervention de Philippe Vardon qui dit quelque chose qui me frappe et qui me choque. Voici son texte. Nous sommes plus de 48 heures après le lynchage à mort de Quentin. Une organisation a été clairement mise en cause. Des agresseurs ont été désignés par des témoins, parmi lesquels l'assistant parlementaire de Raphaël Arnaud, donc c'est le fameux Jeff, là, Jacques-Élie Favreau, et plusieurs de ses proches. Il n'y a eu aucune arrestation, ni même audition. À quoi joue la justice ? À quoi jouent les magistrats ? Depuis 48 heures, les meurtriers ont pu faire disparaître les preuves, jeter les vêtements, nettoyer les téléphones. Certains sont peut-être déjà en fuite, profitant des réseaux de l'ultra-gauche. Tous ceux qui ont quelque chose à voir avec cette affaire ou auraient pu fournir des informations auraient déjà dû être arrêtés ou entendus. Alors, il dit, cet attentisme troublant, moi je parle de complicité à ce stade-là, peut avoir des conséquences graves dans l'enquête et la condamnation des meurtriers. Les implications politiques colossales de ce crime ne peuvent pas avoir comme conséquence une justice hésitante. Je rappelle que les jeunes activistes de droite, eux, sont réveillés à 6 heures du matin dès le lendemain d'une simple banderole dont le slogan déplaît à un juge. Voilà les mots de Philippe Vardon, dont je partage chacun des mots qu'il a écrits, que je vais retweeter dans la foulée. Et ça conclura mon intervention pour ce grand regain blanc. Marquis. Oui, conclusion très intéressante. Et d'ailleurs, pour ceux qui suivent les actions de l'ASLA, qui accompagnent juridiquement les militants ou qui sont attaqués pour ce genre de choses, vous savez d'ailleurs qu'il y a encore des procès en cours pour des militants de Génération Identitaire qui sont harcelés depuis 2018. On parle de certains qui ont perdu leur emploi et il y en a même un dont les enfants ont été harcelés à l'école. Donc là, avec ce qui vient d'être lu, on est vraiment dans l'opposé de ce qui se passe contre d'un côté une banderole et de l'autre un assassinat. Et malheureusement, alors je pense que pour ceux qui sont ici, c'était déjà une évidence,
cette absence de réponse, parce que là, c'est même pas une réponse molle, là, on est vraiment dans l'absence de réponse. Cette absence de réponse va les encourager à recommencer. Pour moi, ça ne fait aucun doute. Oui, on est dans la complicité là. On a dépassé le stade de la simple hésitation. On est au niveau de la complicité. Écoutez, bon, on pourrait s'indigner encore très longtemps. Je vous remercie d'avoir été présent, ainsi que tous nos auditeurs, que j'ai pas pris le temps de nommer, mais j'ai bien vu votre présence et vos réactions. Je te remercie, Marquise, d'avoir été des nôtres, ainsi que toi, Raphaël, de m'avoir aidé à animer cette émission en hommage à Quentin. Et je vous le Merci redis. de l'invitation. Merci à toi, Raphaël, merci à toi, Marquise. Et vraiment, je souhaite que cette émission, alors cette fois, évidemment, c'est pas une émission pour vous donner de l'énergie pour la semaine, même si évidemment, je vous en souhaite. Mais cette émission vise vraiment à allumer en vous une colère citoyenne, pas juste une émotion, mais une colère citoyenne, parce que je veux que vous compreniez que nous devons détruire la gauche, pas juste protester sur Internet, mais détruire la gauche. Et je pense que ce sera une mission de vie. Donc, ce soit par votre vote, votre action, en ouvrant les yeux des gens autour de vous, en essayant d'avoir une influence autant que c'est possible. Détruisez cette gauche autant que vous le pouvez, parce que le projet de la gauche, c'est vraiment de vous détruire, et elle vient de le prouver par cet assassinat lâche et odieux. Donc, pour Quentin, je vous demande de vous donner cette mission. Et je vous remercie d'avoir été présent. Merci Raphaël, et merci à toi, Martine. Oui, alors moi je dirais quand même il y a quelque chose qui peut être fait qui n'est pas dans la destruction, et je dis ça en tant qu'agnostique, donc moi je ne peux que partager mes bons sentiments à la famille et aux proches de Quentin, mais puisque Quentin était catholique, j'encourage tous les croyants qui nous écoutent à prier pour lui et pour ses proches. C'est noté. Je te remercie, Marquise. Alors, je ne sais pas lequel de vous deux a un micro qui grésille. Est-ce que vous pouvez juste le couper? Et puis, je vous salue, chers auditeurs, auditrices, et puis on se retrouvera la semaine prochaine. Toutes nos pensées à la famille de Quentin et nos prières pour ceux qui sont croyants. On se retrouve la semaine prochaine. Je vous remercie d'avoir été présent. Salut à tous.